Bonjour à tous. Voilà, je remercie les éditeurs de Gynéco Online de me permettre de vous présenter ce topo sur les indications des examens génétiques en gynéco-obstétrique. Bien entendu, avec le temps qui nous est réparti aujourd'hui, je ne pourrai pas vous donner toutes les indications, mais je vais essayer un peu de survoler les différentes possibilités et ça nous permettrait peut-être d'avoir une discussion ultérieurement lors de congrès ou voire même lors de contacts directs ensemble sur les différents points que je vais vous exposer. Donc, je partage mon écran, voilà. Voilà, donc l'apport des examens génétiques en gynécologie obstétrique date depuis maintenant très, très longtemps. Mais avant de commencer ça, je voudrais rapidement vous rappeler les rapports qu'il y a entre l'échelle du gène, les gènes moléculaires, les gènes des bases qui sont toujours en paire, comme vous savez, ATGC, et puis vous allez voir qu'il va y avoir une sorte d'organisation en pelote de laine pour fabriquer le chromosome, et ça va être les chromosomes qui vont être divisés lors des mitoses et des myoses. Et donc, vous savez bien que depuis très longtemps maintenant, nous avons classé les caryotypes par ordre de taille, les chromosomes, pardon, par ordre de taille, le chromosome numéro un étant le plus grand, le 21 et le 22 sont les plus petits, et le 23e étant le chromosome X et Y, soit XX, soit Y. Là, vous voyez très bien un caryotype de sexe masculin. Donc, rapidement, un rappel, vous voyez, l'ADN va être transcrit et envoyé de l'ARN pré-messager qui va se maturer et devenir un ARN messager qui va être traduit pour fabriquer un polypeptide, et ces polypeptides va avoir un rôle bien déterminé, et c'est le dysfonctionnement de ce polypeptide qui peut donner une anomalie génique. Donc, ce cariotype, de façon générale, vous voyez, c'est le cariotype normal 46XX, assez ancien. Ici, vous avez un cariotype 47XX plus 21, c'est-à-dire il y a trois chromosomes 21 qui correspondent donc à une trisomie 21. En gynéco-obstétrique, on va utiliser cette recherche, bien sûr, chez les femmes qui ont une aménorrhée primaire à la recherche d'une anomalie chromosomique, notamment sur le chromosome X. On va le rechercher chez les hommes qui ont une azoospermie à la recherche d'une formule chromosomique XXY. Et on va le faire aussi pour rechercher des translocations dans les fausses couches à répétition. Mais ça, ce sont des choses que vous savez déjà, qui sont anciennes, mais qui sont bien sûr toujours valables en 2025. Depuis quelques années, on a eu une nouvelle terminologie qu'on appelle la CGH-arrêt. Alors, il y a plusieurs noms pour le CGH-arrêt. C'est arrêt comparative genomic hybridation, ou bien on peut l'appeler en français un cariotype moléculaire. On peut aussi l'appeler hybridation génomique sur microréseau ADN ou quelquefois analyse chromosomique sur puce à ADN. Donc, l'ACPA ou CGH-arrêt, ce sont les deux termes les plus utilisés. On les voit de plus en plus dans nos discussions. Quand je vous ai montré le karyotype avec les 46 chromosomes, ça étudie bien sûr tout le génome, mais la résolution est de 5 à 10 mégabases, c'est-à-dire millions de bases. Et ça correspond à ces petites euh, bandes qui sont ici. Et donc, c'est très bien quand il y a des translocations qui sont visibles, mais dès qu'il y a une anomalie qui est inférieure à 1 mégabase, on va être obligé d'utiliser cette hybridation pour pouvoir voir des anomalies soit en délétion, c'est-à-dire il manque du matériel génique, soit en duplication, voire même quelquefois triplication, c'est-à-dire trop de matériel génique, hein. Et vous voyez que la résolution peut descendre jusqu'à 1 kilobase, c'est-à-dire largement inférieure à 1 mégabase dans cette technique-là. Je ne vais pas rentrer complètement dans la technique d'hybridation. On va mélanger l'ADN du patient, que ce soit des cellules prélevées sur le liquide amniotique ou que ce soit sur le sang fœtal, sur le sang circulant, pardon. On va les mélanger, on va les hybrider pour pouvoir
retrouver s'il y a trop d'expressions ou pas assez, c'est-à-dire s'il y a une duplication ou s'il y a une délétion. Voilà le principe de cette hybridation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va nous prendre trop de temps, mais vous voyez bien que l'excès, par exemple, de fluorescine vert va donner des signes en faveur d'une duplication, c'est-à-dire d'un excès d'ADN. L'excès du rouge va dire qu'il y a une baisse de l'ADN et si on a une couleur neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie. Rapidement, voilà comment c'est. On va utiliser de l'ADN tumoral, de l'ADN normal, et puis, enfin, de l'ADN tumoral ou de l'ADN du patient. Et depuis la création de cette nouvelle technique, on a un nouveau terme qui s'appelle le nombre de le nombre de copies en plus variant, c'est ce qu'on appelle les CNV. Et donc, c'est pour savoir s'il y a des segments d'ADN supérieurs à 1000 bases, à 1 kilobase en nombre variant, soit en augmentation, soit en division. Et c'est un terme que nous utilisons de plus en plus. Alors, bien sûr, il y a énorme avantage d'utiliser la CGH, aussi bien en prénatal qu'en postnatal, mais en prénatal, elle va nous permettre une recherche plus rapide des anomalies chromosomiques. On a le résultat en environ moins de 7 jours. On va détecter les anomalies chromosomiques cryptiques et pathogènes. On va avoir une meilleure caractérisation du déséquilibre génomique au point de vue taille et en contenu du gène. Alors, vous voyez, le problème, c'est que quand il y a quelquefois des délétions ou bien des duplications qui n'ont pas été décrites jusqu'à maintenant, eh bien, ça donne des limites à cet examen parce qu'on ne connaît pas l'impact clinique de cette zone qui est en trop ou bien pas assez. On dit quelquefois, ben, c'est des facteurs de susceptibilité à des troubles autistiques, à un déficit intellectuel, sans que ça soit 100%. Et vous voyez que il y a toujours une nécessité de rapprocher la clinique avec les résultats. Et donc, c'est toujours avec le généticien qu'on va discuter des résultats et de leur impact sur la pathologie que nous recherchons. Je vous donne par exemple cet exemple. C'était une dame qui a eu une clarté nucléaire à 3,4 mm. Le risque combiné était de 1 sur 120. Le DPNI est positif, mais la surveillance clinique a permis à 24 semaines, la surveillance échographique, de voir qu'il y a une pilectasie bilatérale. L'association d'une hyperclarté nucléaire et de cette pilectasie très franche nous a et en plus, il avait une estimation de poids fœtal qui était supérieure au 99e centile à 24 semaines, nous a permis de faire le CGHRE et de voir de faire l'ACPA et de voir qu'il y avait une délétion au niveau du bras long du chromosome 22, en 22q13 et donc, cette délétion était d'environ 5,3 mégabases et nous avons revu la littérature et il s'agissait d'un syndrome qui est appelé syndrome de Phelan-McDermid. Et donc, il s'agissait d'une délétion de novo. Les parents n'avaient pas cette délétion et bien entendu, le pronostic étant très sévère, une demande d'interruption médicale de grossesse par les parents a été acceptée. Donc aujourd'hui, grâce à l'ACPA, à peu près en fonction des études, on est à peu près à 38% des cas où cet ACPA nous permet de connaître la cause du trouble, mais comme vous voyez que dans plus de 60% des cas, notamment dans les grossesses, il n'y a pas de diagnostic et il faut aller un peu plus loin. Alors, comment on peut aller plus loin? On a donc aujourd'hui la possibilité d'étudier les exons, c'est-à-dire l'ensemble des exons que nous avons forment ce qu'on appelle l'exome et ces exons, ce sont les séquences codants et c'est eux qui vont le plus souvent fabriquer ce que je vous ai dit au départ, l'ARN prémessager et l'ARN messager après maturation. Et donc, c'est eux le plus souvent responsables de l'anomalie polypeptidique. Mais ces séquences codantes ne correspondent qu'à 1% du génome. Vous voyez cette photo qui montre une pomme et c'est seulement un dixième de cette pomme qui donne les exomes. Donc, bien entendu,
toutes les maladies génétiques, toutes les maladies géniques ne sont pas en rapport avec une anomalie des exomes, des exons. Ça peut être aussi les introns, ça peut être le promoteur. Mais en faisant les études des exons, on va trouver pas mal d'anomalies génétiques et donc c'est ce qui est de maladies géniques et donc c'est ce qui a un peu révolutionné récemment cette technique. Et donc, on va le faire avec deux étapes. Dans la première étape, on va cibler les séquences dans l'exome humain, c'est-à-dire on va mettre ces 1% de génome de côté. Et dans le deuxième, dans une deuxième étape, on va séquencer l'ADN à partir d'une plateforme de séquençage à haut débit et analyser les résultats. Alors, ça va nous permettre donc de voir des variations ponctuelles beaucoup plus fines, beaucoup plus petites que dans les anomalies chromosomiques. Dans l'ACPA, ça va nous aussi nous donner aussi des CNV avec des délétions et des duplications. Alors, vous allez me dire, mais quid des introns et des promoteurs? Eh bien, on peut aussi étudier, mais vous voyez, on passe de 1% à 100%. Là, on va étudier tout le génome. Et actuellement, en prénatal, l'étude du génome est relativement long et coûteux. Et pour le moment, nous ne les utilisons pas trop en prénatal, mais bien entendu, en postnatal, si nous sommes orientés vers une anomalie du génome, on peut bien sûr proposer cette étude pour connaître l'anomalie génique. Alors, voilà un peu un tableau comparatif entre le whole génome et les exomes. Vous voyez que les exomes, bien que c'était très cher, ça a diminué. Le prix est de plus en plus accessible dans les exomes, alors que dans le whole génome, le coût est encore relativement élevé, mais il va séquencer les introns. C'est un peu plus long pour avoir le résultat, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a une situation intermédiaire où on va pouvoir faire ce qu'on appelle le NGS, le Next Generation Sequencing, où on va peut-être choisir des panels d'orientation sur une pathologie bien particulière. En gynécologie obstétrique, par exemple, dans les insuffisances ovariennes précoces, on connaît les gènes qui sont responsables de ces insuffisances. On connaît les gènes qui sont responsables des infertilités, par exemple, féminines. Eh bien, on va pouvoir demander un panel des gènes responsables de cette insuffisance ovarienne précoce et c'est moins que le whole génome, mais c'est un peu plus que les exomes parce qu'il va étudier dans les gènes, aussi bien les introns que les introns, dans les gènes qui sont connus comme responsables de l'insuffisance ovarienne précoce. Alors, bien entendu, limite difficulté, je trouve que le meilleur moyen de vous parler de ça, c'est de vous montrer des cas cliniques. Là, j'ai eu une patiente, vous voyez, chaque mot a sa signification. Elle a 42 ans. Quand elle est venue me voir, elle avait déjà un garçon et deux filles, respectivement âgés de 20, 18 et 12 ans. Clarté nucale à 4,4 mm, donc avec une suspicion dès le premier trimestre d'une cardiopathie. On a fait un prélèvement de vélocité coriale qui a montré une analyse chromosomique sans anomalie particulière. On la suit en écho, dès 18 semaines, on a vu qu'il y avait effectivement la cardiopathie avec une crosse aortique droite, qu'il y avait une dysmorphie faciale avec un rétrognatisme marqué, que nous avons d'ailleurs suspecté au premier trimestre, une fente palatine, une microtie, un colobome. La dame n'a pas souhaité l'interruption médicale de grossesse pour des raisons personnelles. On a mis en évidence un hypospadias, une hypotrophie rénale. Il y avait vraiment beaucoup de malformations. On voulait un peu comprendre ce qui se passe. Donc, on a fait les exomes chez elle, chez son conjoint et chez le fœtus. Et donc, on a fait ce qu'on appelle en trio. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que les exomes chez elle et chez le conjoint et chez le fœtus, il n'y avait pas de problème, mais on a trouvé une mutation BRCA2 chez la patiente. Donc, vous voyez, il y a des limites à cet examen. 42 ans, c'est-à-dire après son accouchement, cette dame devrait être suivie pour cette mutation.
qui va donner des cancers du sein avec la mastectomie éventuelle. Et puis, bien entendu, ces filles, après 18-20 ans, elles doivent bénéficier d'un conseil génétique ainsi que les apparentés à cette dame. Donc, vous voyez, on était parti sur un syndrome polymalformatif pour arriver à de l'oncogénétique. Je ne vais pas insister beaucoup sur le DPNI, mais je seulement montrer cette diapositive qui est le premier article sur le diagnostic de trisomie 21 in utero par Denis Lowe, qui montrait, vous voyez, à ce niveau-là, euh, pour le chromosome 21, pour les enfants qui avaient une trisomie 21, une augmentation nette de l'ADN du chromosome 21 dans le sang circulant maternel. Et c'est à partir de cet article que maintenant on fait le dépistage prénatal non invasif de trisomie 21, mais qui est aussi valable pour les trisomies 13 et 18 et aussi pour les anomalies qui sont supérieures à 7 mégabases pour le moment, des délétions ou des duplications, mais très vraisemblablement, on aura peut-être une amélioration de la résolution et puis on aura certainement un élargissement de ce DPNI dans les semaines et les mois à venir avec ce qu'on appelle les trisomies autosomiques rares, les TAR, c'est-à-dire les trisomies 16, les trisomies 22, ainsi que pour les délétions, des grandes délétions des chromosomes comme le 1, le 22, le 4 ou le 8, surtout si on améliore la résolution. Là, rapidement, l'organigramme de la stratégie de dépistage de la trisomie 21, vous le connaissez. Et si le risque est supérieur à 1 sur 50 sans le risque combiné, on privilégie un test invasif avec éventuellement une analyse chromosomique par puce à ADN. Si le risque est entre 1 sur 51 et 1 sur 1000, plutôt un test ADN LC trisomie 21, mais 18 et 13. Et si c'est inférieur à 1 sur 1000 jusqu'à 1 sur 10 000, c'est une surveillance échographique en dépistage. Bien entendu, tout dépistage prénatal non invasif qui revient positif doit être confirmé par un examen invasif pour éviter les faux positifs qui sont quand même relativement importants puisque c'est à peu près 1 sur 1000. Donc, il est extrêmement important de vérifier sur le liquide, de préférence sur le liquide amniotique. Vous savez très bien que ce DPNI, cet ADN LC-tri21, est possible pour les grossesses multiples et il est possible chez les femmes qui ont déjà eu un enfant trisomique 21, un fœtus trisomique 21, et selon le conseil génétique, chez les couples dont l'un des deux membres est porteur d'une translocation impliquant une trisomie 21, mais il faut que ça soit en accord avec le généticien. Et puis, bien sûr, à titre exceptionnel, les patientes âgées de plus de 38 ans, mais qui n'ont pas pu bénéficier du risque combiné et non plus des marqueurs sériques de second trimestre, on peut, à titre exceptionnel, faire un DPNI, voire un examen invasif en fonction du contexte. Rapidement, pour vous dire qu'aujourd'hui aussi, le DPNI va être utilisé pour des pathologies non chromosomiques. Par exemple, vous voyez dans ce couple de sclérose tubereuse de Bourneville où le papa a où le conjoint a une délétion, a une anomalie, une mutation, excusez-moi, une mutation de STB, eh bien, on peut, quand la patiente est enceinte, sur une prise de sang, rechercher cette mutation et si elle existe, ben, ça veut dire que le fœtus est atteint. Si elle n'existe pas, ça veut dire que le fœtus n'est pas atteint. Actuellement, les indications sont rares, mais elles sont de plus en plus utilisées notamment par exemple dans la neurofibromatose de type 1, tout ce qui est donc pathologie dominante autosomique. Mais c'est aussi utilisé, par exemple, dans la mucoviscidose, si la mutation, ici le conjoint est delta F508, a une mutation delta F508, que la patiente ici a une autre mutation, et bien sûr, sur son sang circulant, on va pouvoir rechercher la mutation delta F508, et si elle ne l'a pas, ça veut dire qu'au maximum, le fœtus n'est pas atteint, il est au maximum hétérozygote avec la mutation de la mère, et à ce moment-là, ça nous évite de faire un geste invasif.
Bien entendu, c'est de plus en plus utilisé dans les pathologies récessives liées à l'X, car dès 10 semaines d'aménorrhée, on peut connaître le sexe fœtal sur le sang circulant et nous permet de faire ou de ne pas faire un prélèvement de villosité choriale si, en fonction du sexe fœtal. Donc, on peut aussi rechercher, par exemple, une achondroplasie. Vous savez que c'est une mutation du gène FGFR3. Si la maman n'a pas d'achondroplasie elle-même, si on trouve la mutation du gène FGFR3 sur son sang circulant, alors qu'on suspecte l'achondroplasie sur les signes échographiques dès le deuxième trimestre de la grossesse, on peut confirmer le diagnostic d'achondroplasie chez le fœtus sans faire de gestes invasifs. Et pour finir, pour l'oncogénétique, il faudrait des heures et des heures pour parler de l'oncogénétique, juste pour vous rappeler que, par exemple, pour le cancer du sein, nous avons le score d'Issenger qu'il faut absolument connaître. Et vous voyez que si le score est supérieur à 3, ça indique une consultation d'oncogénétique. Donc, ces indications, maintenant, elles peuvent être théranostiques, c'est-à-dire on va voir les dames avant même de commencer le traitement afin de savoir que si elles ont une mutation dans ce panel HBOC, il y a des mutations qui nous permettent de commencer par un traitement adjuvant qui permet d'améliorer le pronostic de ces femmes. Donc, vous voyez, ce sont des dames que nous allons voir assez rapidement pour pouvoir aider à la prise en charge thérapeutique. Bien entendu, la consultation de congénétique ne s'arrête pas seulement pour aider le traitement, mais aussi pour donner un conseil génétique pour les apparenter. Quand on a la mutation, comme ça, on peut la rechercher chez d'autres personnes dans la famille et pouvoir leur proposer une meilleure surveillance. Aujourd'hui, ces consultations commencent à prendre un, un- une place importante dans la prise en charge du cancer de l'ovaire et du cancer du sein, et bien sûr chez les hommes aussi dans le cancer du sein et quelquefois dans le cancer de la prostate. Voilà les gènes de HBOC qu'on a tendance à prescrire euh, quand il y a les indications dans le cancer du sein, ou alors on peut aussi l'agrandir sur un panel complet englobant aussi le cancer de prostate. Il y a 27 gènes. Voilà, je vous donne ici quelques-uns de ces 27 gènes. On va nous répondre qu'il y a une mutation sur un gène. On va nous dire c'est une mutation classe 1. Ça veut dire on est sûr que cette mutation est bénigne et qu'elle n'est pas responsable du tableau clinique de la patiente. Ou bien classe 2, elle est probablement bénigne. Classe 4, elle est probablement pathogène et classe 5, elle est sûrement pathogène. Si c'est 4 ou 5, c'est sûr qu'il y a une relation entre la mutation et la pathologie du patient ou de la patiente. Si c'est classe 3, ça veut dire que pour le moment, on a un variant de signification inconnue et qu'il faudrait certainement attendre un peu plus de recul pour pouvoir le basculer vers un classe 2 ou voire un classe 1, ou bien vers un classe 4 et classe 5 en fonction de l'étude de ségrégation dans la famille. Ça, c'est important que vous le sachiez pour qu'on puisse bien expliquer aux parents la signification enfin aux patients, la signification de ces classes. Donc, pour ce résumé, en prénatal, risque combiné DPNI, fiche, cariotype, ACPA, exome et NGS. En reproduction, le cariotype garde sa place, NGS dans l'insuffisance ovarienne précoce, dans la fertilité masculine et féminine. En oncogénétique, pour le theranostic, mais aussi pour la prévention des apparentés, le HBOC, voire plus, on élargit de plus en plus, et que dans tous les cas, il faut une certaine pluridisciplinarité. Il faut toujours une discussion avec nos collègues, bien sûr, oncologues, gynéco-obstétriciens, échographistes, généticiens, conseillers en génétique, conseillers en oncogénétique, pédiatre, neurologue, cardiologue, radiologue, etc. J'en oublie certainement, mais vraiment de plus en plus, ces études génétiques ont besoin de tout le monde, des cytogénéticiens, des généticiens, des molécularistes. Je vous remercie.